Oh, salut Samir. Salut Julien, qu'est-ce qui se passe? Oh, bah écoute, là, je suis bien sur mon canapé. C'est vrai? Ouais, je suis bien là, je réfléchis à ce que j'ai envie de faire et puis, tu sais, je prends le temps. Ça fait longtemps que je travaille sur le projet, mais je prends le temps. Mhm. Et t'attends quoi pour passer à l'action? Bah tu sais, des fois, t'as envie de faire des choses et puis, bah tu prends le temps, tu sais, tu réfléchis, tu veux être sûr de pas te tromper, tu veux t'assurer en fait que ce que tu vas faire, ça va être vraiment bien et bah moi, c'est ce que je veux. Je veux que ce Ok. soit vraiment bien. Donc je prends le temps et c'est vrai que souvent je travaille de mon canapé parce que il est vachement confortable. C'est bien Bah pour réfléchir. écoute, je t'invite à prendre la poussière et puis à prendre les toiles d'araignée. Peut-être que d'ici quelques mois, on se retrouvera et ton projet va se concrétiser. Qui sait? Ouais, mais tu sais, moi la poussière, pas trop. Je suis quand même pas mal allergique, alors pas sûr. Ok, je vais venir te mettre un 43 au tu vas comprendre. Alors salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. On te revient avec un tout nouveau sujet. Et le sujet du jour, eh ben, c'est l'épopée d'un canapé beaucoup trop confortable. Et en fait, c'est quoi l'idée derrière ça, Samir? Eh ben, l'idée, c'est justement de t'amener à passer à l'action plutôt que d'attendre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des projets hyper enrichissants, hyper intéressants et parfois même novateurs, d'accord? Mhm. Mais qui attendent d'avoir la version ultime, d'avoir les idées parfaites en quelque sorte pour pouvoir Ah, passer à l'action. Sauf que le ouais, problème quand tu fais ça, c'est que à un moment ou l'autre, le train sera passé. tout à fait. Et c'est un sujet qui est bah, toujours d'actualité, en fait, quelle que soit l'époque. C'est toujours d'actualité parce que bah, il y a beaucoup de personnes, et nous les premiers, si jamais on ne fait pas attention, de chercher justement à faire parfait, à réfléchir, à investir, à revenir sur le sujet, à remettre les choses en perspective, à remettre en question. Et c'est un cercle vicieux parce que plus tu réfléchis, plus tu réfléchis. C'est ça le truc. C'est qu'il n'y a pas grand-chose qui suit derrière. C'est plus tu réfléchis et plus tu réfléchis. Exactement, en fait, tu tombes dans le syndrome de la roue du hamster et à force de mentaliser, ben en fait, tu passes pas à l'action. Et ça rejoint un point qu'on enseigne Mhm. beaucoup en PNL, Julien, un outil qu'on utilise principalement, Mhm. l'index de computation. Tout à fait. Cet index de computation ou l'index de conscience aussi, comme on peut l'appeler, Mhm. c'est un petit rappel. Alors, on va pas faire un cours sur le sujet parce que ça prendrait plus de temps que ça, mais ça rappelle l'importance d'allier les trois parties qui nous animent à chaque instant, nos comportements, nos pensées, nos émotions. Et quand tu restes le cul posé justement sur ce canapé beaucoup trop confortable et que tu réfléchis encore et encore à ce que tu pourrais faire de mieux, de plus, de différent, eh bien, il reste un élément qui n'est pas engagé, c'est ton comportement, c'est tes actions, c'est ton passage à l'action qui manque cruellement dans l'équation. Exactement, Julien. Et d'ailleurs, c'est un point sur lequel on va travailler, d'aligner tout ça pour pouvoir aider la personne à passer à l'action, soit à se connecter à ses émotions, soit à lâcher justement les pensées ou l'émotionnel. Mhm. Et pourquoi on a choisi ce titre de canapé? En fait, parce que ce canapé, il peut représenter cette zone de confort. Cette zone Oui. de confort, ou plutôt zone du connu. On peut l'appeler aussi comme ça. Il y a des personnes qui aiment pas forcément le mot zone de confort parce qu'elle est pas aussi confortable que ça. Et cette zone du connu, c'est quoi? Bah, c'est notre routine, les choses qu'on a l'habitude de faire. C'est une espèce de sécurité pour notre cerveau parce que il sait exactement à quoi s'attendre. C'est une Ouais, zone de contrôle, en fait. tout à fait. Et le problème de cette zone de contrôle, c'est que elle peut nous empêcher d'évoluer, de progresser, d'apprendre, parce que l'apprentissage et la progression, elle est en dehors de cette zone du connu. Si tu restes dans un environnement où tu connais exactement tout ce qui se passe, tu sais exactement comment tout va se passer, bah, tu n'as rien à apprendre. La vie Complètement. devient monotone. Et le truc, c'est qu'à partir du moment où tu te lèves du canapé pour aller peut-être dans les autres pièces, peut-être sortir de chez toi pour aller rencontrer des gens, qu'est-ce que tu fais? Tu apprends des nouvelles choses, tu découvres de nouvelles choses, tu te confrontes à des choses nouvelles. Et c'est ça qui va te permettre d'évoluer, c'est ça qui va te permettre de grandir. Et aussi, également, ça va contribuer à ton bonheur, puisqu'on est dans la systémique du bonheur, au travers de différentes mécaniques
comme des neurotransmetteurs, etc., etc. Tout à fait. Et en fait, le problème, c'est que cette recherche de perfectionnisme peut avoir différentes conséquences négatives sur de nombreux mécanismes de ta psychologie. Parmi les points qui peuvent venir, c'est déjà de comprendre que le perfectionnisme par lui-même peut favoriser le développement de différents troubles psychologiques, tels que l'anxiété, les états dépressifs, mais aussi favoriser l'apparition de troubles obsessionnels, de troubles de personnalité, de troubles alimentaires. Donc, ne serait-ce que dans cette idée-là, tu devrais, juste pour ta santé personnelle, mentale et émotionnelle, vraiment mettre de côté ce côté de la perfection. Et puis, de comprendre aussi que il y a rien qui sera jamais parfait, à aucun moment, et que perdre de ton champ de vision ou de la perspective cette notion que si tu veux faire quelque chose, fais-le et ajuste en cours de route. On n'est pas en train de te dire de faire tout et n'importe quoi, mais ajuste en cours de route, parce qu'en vrai, le jour où tu penseras arriver au niveau de ce qui va être parfait à tes yeux, eh bien, il y a deux choses principales qui peuvent se produire. La première, c'est que ce que tu veux qu'il se produise ne fonctionne pas. Donc, tu auras fait tout ce travail et mis en attente toutes ces ressources pour rien. Ou alors, tu vas le mettre en place et par sa simple mise en place, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est pas vraiment ça que tu veux. Et donc, tu auras dépensé tout ce temps, toutes ces ressources, tous ces éléments que tu auras mis en attente pour rien, ou en tout cas, tu auras perdu beaucoup dans la balance. Ouais, exactement. Et aussi, le problème du perfectionnisme, c'est que quelque part, toi, dans ta tête, tu as envie de faire parfait, d'accord ? Mais peut-être que les personnes autour de toi sont pas encore prêts à un produit parfait. Tu sais, l'action que tu veux poser, peut-être que le projet que tu as, c'est un projet qui est hyper novateur et que les personnes ont besoin justement d'aller vers ce projet par palier, en fait, en quelque sorte. Tout à fait. Et le truc, c'est que sortir un truc parfait, c'est de tirer aussi une balle dans le pied, parce que derrière, t'auras plus rien à développer, t'auras plus rien à apporter à ce projet-là. Et aussi, complètement. Ce qui peut se passer, c'est qu'on pourra le copier très facilement. Oui, parce que tu n'auras plus de point de progression. Et là, c'est vrai que tu parles d'un point de vue projet ou produit ou service qui peut être développé, mais tu peux même transposer ça sur des relations, par exemple. Ouais, imagine que tu te dises, je veux être la personne la plus parfaite pour que quand je vais rencontrer l'autre, ça fonctionne du premier coup et que tout soit nickel et que j'offre vraiment ma meilleure version. Bon, alors déjà, je suis désolé de t'avertir et peut-être de péter ta bulle sur le fait que tu seras jamais parfait ou parfaite et que ça va être un travail de toute une vie. Et que même si tu te dis, je consacre 5 ou 10 années de ma vie, voire plus, à atteindre le meilleur résultat pour être prêt ou prête à passer à l'action, à rencontrer quelqu'un, à fonder une famille, à avoir des enfants, à je ne sais pas quoi, en fait, l'opportunité ne se présentera pas. Et que quand tu seras potentiellement prêt ou prête, ça sera peut-être une question de est-ce qu'il est pas trop tard? Même s'il est jamais trop tard en vrai. Mais il y a certains éléments qui vont être plus facilement remis en question parce que tu auras pris trop de temps, justement. Et le truc, c'est que, tu vois, quand on a cette vision perfectionniste, on a l'impression de savoir exactement ce qu'il faut, en fait. Exactement, en fait, pour nous, dans notre tête, on a effectivement, de façon globale, on a le résultat final, d'accord ? Mais si tu n'expérimentes pas, si tu ne passes pas par des phases de remise en question, par des phases de correction de cette chose, comment tu peux savoir si réellement cette chose est parfaite ? Tu vas créer quelque chose qui est peut-être parfait dans ta tête, mais peut-être qu'au final, cette chose ne fitera pas. Alors quand on parlait de projet, mais ça peut être dans tout, hein. Ça peut être dans des actions de tous les jours, ça peut être, comme tu dis, dans nos relations. C'est que, par exemple, le cas d'une relation, si je n'expérimente pas la relation, comment je peux savoir, en fait, c'est quoi ma version parfaite ? Comment je peux savoir ? J'ai besoin d'avoir quelqu'un en face de moi, j'ai besoin d'avoir un miroir, quelqu'un qui va me renvoyer. Parce que cette vision du perfectionnisme, c'est ce qui se passe dans ma tête à moi. Tout à fait, c'est l'image que tu te fais à l'intérieur de toi, clairement. C'est ça. Mais pour la personne qui va être en face de toi, t'as aucune idée de si c'est réellement ce qu'il faut, si c'est réellement ce que la personne a besoin. Et c'est pareil pour les projets, c'est pareil pour, si tu fais des études, que t'as peut-être un mémoire ou un dossier à rendre,
le fait de vouloir rentrer dans ce perfectionnisme-là, tu vas mettre énormément d'énergie dans quelque chose, alors que si ça se trouve, de l'autre côté, on attend peut-être que 60% du résultat en fait que toi tu veux donner. Et tu vas leur donner un truc trop complet. En fait, tu pourrais te tirer une balle dans le pied. Peut-être qu'ils vont même pas aller jusqu'au bout. C'est même pas pourrait, c'est que tu tires une balle dans le pied. Ouais. Clairement, cette recherche de perfection. Et ce qu'il faut voir, c'est que tu as peut-être un niveau d'exigence très élevé vis-à-vis de toi-même et de ce que tu dois accomplir et réaliser. Et c'est pas forcément une mauvaise chose que de vouloir accomplir de grandes choses, que de vouloir apporter le meilleur résultat possible. Mais il faut vraiment faire cette distinction entre l'envie de tendre vers quelque chose qui est le plus juste, le plus beau, le plus utile, le plus efficace possible, et en fait les mécanismes de défense psychologique qui se cachent derrière justement le perfectionnisme. Parce que le perfectionnisme, en fait, ça peut être vraiment un mécanisme de défense qui peut devenir pathologique et qui peut t'entraîner dans une espèce de quête utopique par rapport à la notion de perfection, rendant les choses complètement inaccessibles en permanence et te renvoyant une image de toi-même inefficace, d'incapacité, de manque de talent, de force, de manque de capacité, de manque de tout ce que tu veux, et qui t'amène en fait à revoir ton image de toi et bâtir une identité qui est complètement faussée parce que tu vas avoir ce lien qui va exister. Tu sais, il y a cette formule de l'estime de soi qui a été développée par William James, un psychologue, et cette formule, elle est simple. C'est les résultats que tu obtiens divisés par les attentes que tu avais posées. Et plus l'écart est important entre les deux, plus en fait tu viens blesser ton quotient d'estime de toi. Plus tu viens baisser la valeur que tu t'accordes en fait à toi-même et l'image que tu te représentes et que tu renvoies aussi auprès des autres, dans la société, dans tes relations. Fait que le perfectionnisme n'est pas forcément signe de j'ai envie de faire bien. Et en fait, quand il prend trop de place, c'est plus ça, c'est juste un mécanisme de défense. C'est un mécanisme de défense qui en fait te coûte énormément de choses. Et si on prend par exemple la question de la productivité au travail, clairement ce perfectionnisme va affecter ta productivité. Ouais. Parce que tu vas avoir tendance à être hyper critique avec toi-même, à être jamais satisfait de ton travail, à passer plus de temps que les autres sur une tâche alors que tu pourrais aller plus vite. Tu ralentis ta productivité, donc tu peux avoir des reproches, des remarques, des réprimandes par rapport à ça. Tu peux rencontrer plus de difficultés à prendre des décisions parce que tu vas être tellement pointilleux ou pointilleuse que tu as des normes tellement élevées que c'est presque inaccessible, donc tu peux pas choisir, tu peux pas décider. Tu vas augmenter ton stress de manière considérable. Tu vas procrastiner sur énormément de choses. Et puis ça peut même te pousser jusqu'à la paralysie parce que tu es tellement en recherche de vouloir faire parfait que là tu vas garder ton cul posé dans ton canapé très confortable. Ouais. Mais ce confort que tu vas avoir, ça va être au final quelque chose de douloureux. Clairement, ouais. Et justement, moi je me pose une question en t'écoutant, Julien. C'est d'où est-ce que ça peut venir justement ce perfectionnisme? Parce que c'est important de savoir d'où est-ce que ça vient pour pouvoir poser des actions derrière et lâcher prise. Et moi, il y a une chose qui me vient à l'esprit, ça peut être l'environnement, c'est-à-dire les parents, l'éducation. Mais il y a un truc récemment, parce que j'étais confronté à ça, face à une personne, et en fait, pour cette personne, ce besoin de perfectionnisme venait d'une croyance limitante ou d'une empreinte. Ça aussi, ça peut être la cause du perfectionnisme. Mais oui, complètement. Ça peut avoir plein d'origines. Il peut y avoir une origine, en fait, liée aux expériences de vie. Donc là, ça va être des expériences de vie où on a eu peut-être un environnement familial dans lequel on a été critiqué, jugé, dévalué. On a eu des parents très critiques, très exigeants. Il y a eu des traumatismes, des abus aussi, qui ont pu nous blesser profondément. Et ces expériences, si tu veux, de vie, elles peuvent nous amener à chercher à compenser ou à surcompenser des faiblesses qu'on verrait chez nous, l'impression qu'on n'a pas de valeur ou que notre capacité à être aimé, donc notre aimabilité, en fait,
on développe des stratégies pour y faire face. Mais c'est pas bon. Parce qu'en fait, tu surcompenses en essayant d'avoir de meilleurs résultats, apporter plus de choses. Et en fait, entre une personne qui va être équilibrée dans son estime, sa vision d'elle-même et ce qu'elle veut accomplir, et une personne qui va tomber dans le perfectionnisme pathologique, en fait, il y en a une qui va fournir peut-être, qui va consommer 10 points d'énergie pour produire quelque chose, et la personne qui va être en perfectionnisme va consommer 100 fois plus, 1000 fois plus de ressources pour arriver soit à un résultat équivalent, soit même souvent un résultat qui est moins bon que la personne qui s'est moins pris la tête et qui a été droit au but. Donc ça peut être clairement un point. Il y a certaines études qui ont démontré qu'il y avait un caractère génétique derrière le mécanisme de perfection. Okay. Et que il y a une composante génétique qui va s'activer chez certains profils plus que d'autres. Mais même si toi qui nous écoutes, tu es dans cette configuration-là, ne prends surtout pas le raccourci de « Ah bah c'est dans mes gènes, donc c'est comme ça, puis ça a toujours été comme ça dans la famille. » Non, t'étais pas le fruit de ton histoire, tu peux décider de faire autrement. Et d'ailleurs, en parlant de génétique, entre autres à travers les travaux de Frédéric Lenoir, donc philosophe français, qui s'est intéressé à la religion, qui s'est intéressé au bonheur, qui s'est intéressé à la vie, tout simplement. Il mettait en avant que notre capacité à être heureux dans notre vie dépendait à 50% de notre génétique. Donc, de nos gènes, ceux qui sont actifs, puis de notre état de santé et de notre condition de santé, de manière globale. Et en fait, c'est un petit peu le même principe ici. C'est que oui, il y a un facteur génétique dans cet aspect de perfectionnisme et dans ce mécanisme de défense qui peut potentiellement prendre plus de place chez toi, mais même si c'est 50%, t'as encore 50% qui t'appartient dans tes décisions, dans les stratégies que tu veux appliquer. Donc c'est vraiment important de comprendre ici que c'est pas une fatalité et que même si ça fait peut-être des années que tu fonctionnes avec ce principe de perfectionnisme, c'est déjà savoir faire la part des choses entre ton envie de bien faire et le mécanisme de défense. Et si jamais tu te sens bloqué, limité et tu te sabotes en fait dans la réalisation de tes objectifs, sache que ça n'est pas une envie de bien faire. C'est ton mécanisme de défense qui prend le dessus. Et peut-être pour confirmer un peu plus, donc on a évoqué les facteurs familiaux tout à l'heure, qui peuvent être aussi des stratégies qui sont passées de parents aux enfants, mais ça peut aussi être un facteur culturel. Prenons par exemple une culture comme celle du Japon, où finalement, si tu fais le moindre pas de travers, t'as un jugement social qui est hyper fort. Je pense qu'il y a encore des gens qui se font harakiri aujourd'hui malheureusement au Japon parce que ils n'ont pas les performances qu'ils devraient avoir, parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre ce niveau de perfection. Et je lisais d'ailleurs il y a pas très longtemps un article sur l'impact psychologique finalement d'une telle pression, et il donnait en exemple une chanteuse japonaise qui avait dû se raser la tête parce qu'en fait elle était en relation avec quelqu'un. Et que normalement, quand tu es artiste et que tu as un public, tu dois te donner à 1000% à ton public et t'as pas le droit d'avoir une vie privée. T'as pas le droit d'être avec quelqu'un, t'as pas le droit d'avoir une relation. Ouais. Et ce facteur culturel-là peut être très important. Il y a le facteur familial, il y a le facteur culturel, il y a le facteur génétique, il y a tes expériences de vie. Donc il y a plein d'origines qui peuvent être derrière ton perfectionnisme, surtout si celui-ci a tendance à s'étendre et à se placer sur tout ce que tu fais. Et dans ce cas-là, rappelle-toi que c'est un mécanisme de défense et que ce n'est pas un besoin ou une envie de faire quelque chose le plus juste possible. Ouais. Ça va au-delà de ça. D'ailleurs, tu vois, tu parles des Japonais. Il y a pas très longtemps, j'avais entendu parler d'un phénomène social qui se passait au Japon. C'est des personnes qu'on appelle les évaporés. C'est-à-dire qu'en fait, du jour au lendemain, ils disparaissent. Tu sais, ils laissent leur téléphone portable, leur papier, et ils disparaissent complètement de leur foyer, de leur couple. Et on n'a plus de traces d'eux. Ce qui revenait souvent, en fait, c'est que c'était dû à cette pression sociale, à ce regard qu'on pouvait avoir sur eux, le fait que dans la culture japonaise, l'échec est très très mal accepté.
D'accord? Parfois, Absolument, on parle justement de l'échec en France, mais il y a aussi des cultures où vraiment l'échec est encore moins accepté qu'en France. clairement. Et en fait, face à toute cette pression, il y a des personnes qui préfèrent disparaître complètement et faire une vie ailleurs. Et parfois, ça va jusqu'à ne plus même donner de nouvelles à leurs parents pendant, 10, 20, 30 ans, peut-être même plus jamais. Parce que justement, ils en peuvent plus, en fait. Et ça amène, comme tu disais, Julien, ça amène à des maladies mentales, Ouais. parfois. Derrière le problème de procrastination, il y a Mhm. du perfectionnisme. Et il faut savoir que le perfectionnisme nuit à la productivité. Oui, tout à fait. Comme on l'évoquait tout à l'heure, ça Ouais, va jouer comme on énormément. l'évoquait, Et ouais. puis en fait, on va être on, on va être dans la contre-production. En fait, C'est ça. c'est même pas ça nuit à la productivité, c'est dans la contre-production. Ouais. Tu mets vraiment des choses en place qui sont pas bonnes. Et effectivement, alors peut-être sans aller jusqu'à maladie mentale, même si ça peut être quelque chose qui te pousse à basculer de l'autre côté, Ouais. mais en tout cas des troubles de santé Des mentale, troubles. ça clairement, ça peut clairement en provoquer. Donc toi qui nous écoutes, si jamais tu es dans des projets, si jamais tu as des choses que tu veux accomplir, observe-toi peut-être justement dans tes patterns, dans ton mode de fonctionnement. Est-ce qu'aujourd'hui, ton envie de faire quelque chose de bien te pousse à faire des choix et à passer à l'action de façon concrète, cohérente, adaptée? Ou est-ce que ce phénomène-là se produit pour toi de te sentir dépassé, d'essayer toujours de trouver plus, de trouver mieux, de revenir 50 fois sur ce que tu fais, et qu'en fait, au-delà du stress que ça peut t'amener, bah, ça va aussi jouer sur plein de facteurs comme ton estime, comme ta confiance en toi, et ça va faire que dégringoler de plus en plus. C'est-à-dire que tu vas consommer, tu vas griller les ressources que tu as disponibles parce que tu n'es pas encore passé à l'action, et ça peut te coûter très cher. Ouais, d'ailleurs, ben, peut-être ce qu'on pourrait donner, ce serait des astuces pour en sortir de ce besoin de perfectionnisme et de cette procrastination, du fait de pas passer à l'action. Et moi, premier conseil ou astuce que je pourrais donner, c'est toi qui me l'as donné, Julien, c'est cette fameuse phrase que tu m'as partagée une fois. Il vaut mieux un imparfait fait qu'un parfait pas fait. Absolument. Et tu On est conjugues tout ça à d'accord. l'imparfait. Et tu tu conjugues tout ça à l'imparfait. C'est pas mal. Et clairement, en fait, le truc, c'est que si tu ne passes pas à l'action, personne ne le fera à ta place. Et en plus, bah peut-être que derrière cette action, je veux dire, il y a une intention positive derrière cette action. D'accord? Tu souhaites rechercher quelque chose, ou tu souhaites obtenir quelque chose. Et en Mhm. repoussant sans cesse par besoin de perfectionnisme, au final, tu ne fais rien et tu n'obtiens strictement rien du tout. D'accord? Tout à fait. Ou voire même parfois, ce qui se passe avec le besoin de perfectionnisme, c'est que soit on va procrastiner, soit à la dernière minute, on se retrouve à donner un truc qui est totalement bâclé. Donc en fait, au Ouais. final, on se fait du mal de mince, j'ai pas pu fournir ce que je voulais. Donc on fournit quelque chose de totalement bâclé et on va juste ressentir de l'insatisfaction. Donc le plus important, c'est de passer à l'action. Tu passes à l'action. C'est comme ça que tu pourras justement aller vers je vais pas dire aller vers ce parfait parce que la perfection n'existe pas. D'accord? Mais si tu veux donner naissance à un projet, à une vision, à une action, à un objectif, bah, le mieux c'est tu poses un pied devant l'autre et tu ajustes petit à petit. Tu apprends. Parce qu'en fait, en posant un pied devant l'autre, tu vas apprendre des choses. Tu vas te rendre compte que, ah bah tiens, regarde, en fait, finalement, je dois peut-être pas poser mon pied comme ça. Peut-être qu'il faut que j'achète telle paire de chaussures. Peut-être qu'il faut pas que je passe par ce genre de chemin. Et en fait, c'est Mhm. tous ces apprentissages-là qui vont te permettre, au final, de donner naissance à quelque chose qui va te convenir. Et en plus, Tout à ce fait. chemin va t'apporter de la satisfaction et de la stimulation. Ouais. Et l'avantage en plus, c'est que en faisant ça, tu vas sortir du cercle vicieux. Oui, le passage à l'action, au départ, il va être difficile. Ça va te demander beaucoup d'efforts. Mais tu vas réussir à aller de l'avant. Tu vas réussir en fait à progresser et à reprendre petit à petit la maîtrise de tes process et sortir en fait de cette dynamique où bah, tu te mets des bâtons dans les roues tout seul, toute seule. Tu te freines tout seul, toute seule parce que même si peut-être quand tu es pris dans ce cercle vicieux-là, t'as le sentiment et t'as la conviction que si t'avances pas, c'est parce qu'il te manque des choses. C'est parce que t'as pas toutes les infos. C'est parce que
tu veux pas avoir à recommencer si jamais tu te trompes. Mais en fait, tout ça, c'est juste un mensonge que ton cerveau est en train de te donner pour créer de la cohérence avec le mécanisme de défense qui est actif à ce moment-là en toi. Mais plus tu remets à plus tard, plus tu recules, plus en fait tu fais ce qu'on appelle un phénomène d'évitement. Et s'il y a bien une chose à ne pas faire avec les choses qui nous font peur, c'est de les éviter. Parce que plus tu les évites, plus en fait tu renvoies du feedback à ton cerveau, lui confirmant par ton comportement, ou en fait ton absence de comportement, tu lui confirmes qu'il y a un réel danger et qu'il faut pas y aller. Fait que tu es en train d'éduquer ton cerveau à chaque fois un peu plus, à reproduire non seulement le même schéma, mais en plus à mettre de plus en plus d'énergie dans ce pattern de fonctionnement. Et ça peut être problématique parce que il y a peut-être plein de sujets dans ta vie où tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, j'avance pas sur tel et tel point, c'est pas un souci. Mais ça serait bien si on était compartimenté dans notre manière de fonctionner. Sauf qu'on l'est pas. Ou alors c'est que tu as un sérieux problème de stabilité dans ton identité et dans ta psychologie. Mais on n'est pas compartimenté. On peut pas se dire, ah bah moi j'arrive pas à avancer dans tel domaine, mais alors par contre dans tous les autres j'ai aucun souci. Ça peut arriver. Je suis pas en train de te dire qu'il n'y a pas de domaine dans ta vie où tu n'avances pas plus. Mais c'est simplement que ce mécanisme de défense, faut pas te leurrer. S'il est actif et que c'est pas d'autres éléments qui te freinent, que c'est vraiment ce mécanisme de perfectionnisme, il va s'étendre, il va s'étaler et il va s'appliquer à tout le temps. Et quand tu vas devoir t'habiller pour aller à une soirée, ça va te prendre 4 heures. Voire même, tu vas décider de pas y aller parce que t'as rien à te mettre. Quand tu vas devoir choisir de changer ta voiture, bah en fait, soit tu vas attendre le dernier moment que ta voiture tombe en panne pour finir par te décider, ou alors tu vas peut-être passer à côté d'occasions qui étaient disponibles juste parce que tu t'es dit, ah bah attends, faut que j'y réfléchisse. Faut que je vérifie, je vais être sûr de pas me tromper, je vais être sûr de prendre la bonne décision. Ouais. À part mettre fin à tes jours, ou t'empoisonner, la majorité de tes décisions dans ta vie, elles sont réversibles. C'est pas grave. Et au pire, si tu peux pas revenir en arrière, bah tu viseras autre chose. Tu viseras une autre situation, tu viseras un autre résultat, tu passeras à autre chose. Donc, essaye vraiment, si tu es dans cette configuration-là, de comprendre l'importance, en fait, d'abord de cesser de penser que c'est simplement du perfectionnisme, parce que ça va au-delà de ça, et de comprendre l'importance de commencer à reposer des actions, aussi simples que ce soit. Si tous les matins tu galères, je reprends l'exemple des fringues, mais si tous les matins tu galères pendant 30 minutes à savoir comment est-ce que tu vas t'habiller, bah demain matin quand tu te lèves, tu prends la première chose qui te tombe sous la main. Et tant pis pour toi si t'es tombé sur ta doudoune d'hiver pour aller au ski. C'est pas grave, t'auras chaud toute la journée. Mais tu portes le premier truc sur lequel tu tombes. Et tu cherches pas à savoir, oui mais alors quel temps il fait, puis quelle couleur, puis est-ce que ça m'ira bien, puis est-ce que c'est sûr. On s'en fout. Tu prends le truc, tu le portes, et t'y vas. Et c'est grâce à des petites actions comme ça, en fait, que tu vas reprendre le dessus sur tes mécanismes de défense et que tu vas commencer à désensibiliser ton système qui est en surréaction, en fait, à ce moment-là. Exactement, Julien. Et tu vois, je veux revenir justement sur ce que j'ai dit juste avant, le fait de passer à l'action, de tester. Et cette stratégie, elle a un nom en PNL, c'est la stratégie du TOT. Donc TOT pour Think, Operate, Test et Exit. Donc le premier T pour Think, donc ça va être de penser à une idée. Ensuite, on a Operate, bah, ça va être de réfléchir aux stratégies qu'on pourrait mettre en place, à réfléchir à justement, est-ce que ça pourrait fonctionner? Ensuite, on a le test, donc tu testes bah, les stratégies que tu as trouvées dans le réel, d'accord? Si c'est concluant, bah alors tu exites, donc c'est bon, tu vois, la boucle elle est terminée. Si ça ne l'est pas, bah tu recommences à partir du T, d'accord? Tu repenses, puis tu remoulines, et puis ensuite tu reposes une action. C'est un super exemple et un super outil que tu nous partages là, Samir. Et en fait, si on regarde quelque part dans l'approche du perfectionnisme pathologique, bah c'est qu'en fait, tu boucles dans le T et le O, le think et l'operate. Tu passes pas à la suite de la stratégie. Donc, c'est vraiment de comprendre que le passage à l'action, donc lever ton cul du fauteuil trop confortable,
c'est pas une action qui est négociable. Et en fait, tu devrais jamais la négocier avec ton cerveau, cette action-là. Parce qu'encore une fois, peut-être que tu penses que c'est anodin. Et c'est normal de le penser, d'accord? Mais peut-être que tu penses que c'est anodin de te dire oh, bah, je suis bien là, je ferai ça plus tard, j'ai pas très envie de le faire, je suis pas sûr, je vais y réfléchir. Mais le problème, c'est que si c'est la première fois que tu le dis, ça peut être anodin. Sauf que c'est quand même l'expression d'une stratégie que tu es en train d'appliquer à l'intérieur de toi. Et là, on revient sur le côté PNL, programmation neurolinguistique, comment l'utilisation du langage te programme en retour. C'est que quand tu dis, ah bah là, je sais pas, faut que j'y réfléchisse, je verrai, etc. Oui, c'est l'expression de ton état actuel, de je suis encore en train d'opérer, puis je suis pas sûr, je suis pas prêt à passer à l'action. Ok, pas de problème. Mais le souci, c'est que plus tu vas le dire, plus tu vas programmer en retour ton système pour qu'il continue à produire le même effet. Tu vas rentrer dans un cercle vicieux. Et c'est très dangereux, parce que c'est tellement vicieux que ça peut prendre une place beaucoup plus importante, et tu vas peut-être te réveiller un matin en te disant « Bah merde, il y a 10 ans, j'avais décidé de faire un truc, et je viens d'y repenser à l'instant. Et en fait, j'ai jamais rien fait pour que ça se réalise. Ouais. Parce que j'ai tellement tourné, viré, réfléchi, remis à plus tard, et en fait, il est peut-être trop tard aujourd'hui pour que je le fasse. » Alors, on veut pas, bien sûr, que t'en arrives là, mais c'est vraiment de comprendre que c'est pas anodin, justement. Et j'ai envie, toi qui nous écoutes, parce que je sais que parmi tous les auditeurs et auditrices qu'on a sur notre podcast, il y en a quand même une bonne partie qui ont très certainement des enfants. Et si jamais ton enfant ou tes enfants ont les comportements suivants, ça va être temps de les accompagner à passer plus à l'action. Donc si tu as des enfants, prends des notes. Le premier comportement que tu peux identifier chez tes enfants qui souffrent de perfectionnisme, c'est des attentes très élevées d'eux-mêmes. Ils sont très critiques envers eux-mêmes et ils se sentent inadaptés ou inadéquats quand ils n'arrivent pas à répondre à des normes élevées qu'ils ont établies. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la procrastination. Les enfants perfectionnistes ont tendance à procrastiner parce qu'ils ont peur de ne pas être capables de réaliser quelque chose. Pas parce qu'ils sont pas en capacité de le faire, mais parce qu'ils sont pas capables de réaliser d'atteindre la norme de perfection qu'ils se sont fixés. Troisième point, c'est le fait qu'ils ont du mal à accepter leurs erreurs. Les enfants qui tombent dans le perfectionnisme ont tendance à très mal accepter leurs erreurs, et en fait, ils vont revenir dessus. Ils vont s'excuser. Ils vont reparler. Ils vont remettre sur le tapis ce qu'ils ont fait de mal, ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'ils n'ont pas réussi, etc. Ça, c'est un signe important. L'insatisfaction globale de ce qu'ils accomplissent. Ils sont jamais satisfaits de leur performance. Même quand ils ont réussi, c'est pas assez. Même quand ils sont les premiers, ils peuvent faire mieux. Même quand ils ont une super note, c'est pas assez. Même quand ils ont réussi à accomplir un truc génial, c'est pas assez. Ils veulent faire encore plus. Et une sensibilité très poussée à la critique, où ils vont très vite mal le prendre et ils vont avoir du mal à accepter même les commentaires qui sont constructifs. Ils vont les prendre comme une critique. Ils vont les prendre comme quelque chose qui les blesse, qui les juge. Si jamais tu repères ça chez tes enfants, agis le plus vite possible pour les accompagner à être plus dans l'action, à leur montrer comment ça peut avoir de la valeur que d'accomplir des choses, d'avancer, plutôt que de mouliner, que de chercher, que de remettre à plus tard, et que de se juger, de se taper dessus en permanence. Exactement, Julien. C'est un point important que tu cites là. Après, moi, j'aime bien les métaphores, je pourrais donner des exemples personnels, peut-être toi aussi, Julien. Moi, j'étais vraiment dans ce perfectionnisme-là, cette peur de l'échec. C'est surtout ça, moi, mon perfectionnisme venait de la peur de l'échec, principalement. Et du coup, tu sais, des fois, c'était comme, je pouvais repasser 10 000 fois sur quelque chose, sur un texte. En fait, ça me faisait perdre du temps. C'est-à-dire qu'une tâche qui aurait pu prendre potentiellement 1 heure, elle m'aurait pris 1h40 ou 1h30, ça dépend des moments. Et en plus, si on ajoute à cela la fatigue, le stress, l'angoisse, parce que tout ça, c'est des facteurs qui vont comme donner encore plus de pouvoir à ces mécanismes de défense-là, à ce mécanisme de défense qu'est le perfectionnisme aussi. Là, ça va amplifier ou pas ce besoin de perfectionnisme. Et
sais, pendant des années, c'était comme je rêvais ma vie. Je me disais, mais punaise, j'aimerais trop faire ça, j'aimerais trop faire ceci, j'aimerais trop faire cela, sans que rien ne se passe. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cette prise de conscience. J'avais commencé, je pense, à travailler un peu sur moi. Et je pense que j'avais dépassé un seuil aussi à ce moment-là. Et je me suis dit, écoute, teste, t'as rien à perdre. Tu fais et tu verras. Et j'ai commencé à poser des actions, en fait. Et poser des actions, c'est une petite action, hein. C'est pas grand-chose. C'est juste, je vais essayer. J'ai toujours rêvé d'aider des personnes nécessiteuses. Bah écoute, je vais aller sur Facebook, je vais trouver une association. Ok, il y en a une. Je connais quelqu'un aussi qui était dedans. Bah ok, bah je vais tester, je vais y aller. Ok, ça m'a plu. Bah je vais peut-être revenir la prochaine fois. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai appris des choses, j'ai compris des choses, j'ai grandi. Et aussi, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'autres potentiels qui se sont développés par la suite et qui m'ont même facilité ce chemin-là. Et sans ça, en fait, je pense que sans cette action que j'avais posée à cette époque-là, alors c'était il y a peut-être 8 ans, sans cette action que j'avais posée, bah aujourd'hui, bah je serais même pas là. Je serais pas là avec Julien justement à jaser dans un podcast ou même je serais même pas aux États-Unis en fait, parce que je serais encore resté dans cette zone de peur, de perfectionnisme, de contrôle aussi quelque part. Tu serais encore dans ton canapé, Samir. C'est ça, je serais encore dans mon canapé à regarder du Tom et Jerry ou du Cartoon Network, je ne sais pas. Non, bah c'est super parlant. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent dans ce partage que tu fais justement. Et tu vois, tu me demandais tout à l'heure peut-être si j'avais des exemples à donner. Et oui, clairement, j'en ai à donner parce que ça a été compliqué. Mais tu vois, c'était pas tant la peur de l'échec, même si elle était là malgré tout. Mais je pense que ce qui prenait le plus de place, c'était l'impact que ça aurait sur les autres si jamais je me loupe, ou si jamais je me trompe, ou si jamais je choisis pas ce qu'il fallait choisir. Et c'est vraiment cette peur de si jamais ça vient à impacter quelqu'un d'autre. Et en fait, c'était en lien direct avec croyance à la con d'être une mauvaise personne. Mais c'était vraiment ça qui était derrière cette procrastination profonde et cette difficulté à passer à l'action. C'est quel est l'impact que ça va avoir, la non-envie profonde et l'évitement en fait profond de devoir être responsable de quelque chose que j'ai pas planifié, que j'ai pas prévu et qui blesserait quelqu'un d'autre. Moi, c'était ok, c'était moins grave, mais que ça touche quelqu'un d'autre là, c'était comme oulala, non. Tant que je suis pas sûr, je fais pas. Ouais, je comprends ce besoin aussi, comme tu dis, de tant que c'est pas sûr, je ne fais pas. Et le problème, c'est qu'en fait, tu peux mouliner pendant des années, et tu peux être amené à supporter des choses dans ta vie qui sont pas normales en fait, qui sont vraiment pas normales. Ouais. Et bah dans ce qu'on te raconte là, en tout cas moi dans mon cas, c'est juste une action qui m'a permis d'arriver jusque là. Au départ, c'était une action, c'était un premier pas. C'était le fait d'avoir osé, par exemple, me dire, bah, à partir de maintenant, je vais arrêter de me plaindre, de me dire, bah, regarde, il y a des personnes qui souffrent, etc. Je vais passer à l'action. J'ai du temps le dimanche, j'ai du temps le samedi, bah, c'est pas grave. Je vais trouver un jour parmi mon week-end, peut-être une fois tous les 2 semaines, peu importe, mais je vais me bouger les fesses et je vais aller dans une association. C'est la même chose avec le taekwondo quand j'ai repris le sport aussi, mais en fait, le truc, c'est que le fait de l'avoir fait, ça m'a redonné confiance en moi. Ça m'a permis aussi, bah forcément en aidant les autres, bah de me nourrir aussi, d'accord, parce que j'ai un fort besoin de contribution, donc ça a répondu aussi à mes besoins. Et puis au-delà de ça, j'ai rencontré des gens. Je me suis rendu compte qu'en fait, peut-être que dans ma vie monotone aujourd'hui, dans laquelle j'étais, bah les gens voyaient peut-être de la banalité chez moi, en tout cas quelqu'un qui n'était pas forcément si exceptionnel que ça. Mais dans cette association, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plein de super pouvoirs. J'avais des compétences qui pouvaient servir, que je pouvais réutiliser dans d'autres domaines que dans mon métier. Et tout ça, c'était comme, waouh, j'étais pas au courant. Et en fait, j'ai continué. À chaque fois que tu poses un pas, tu prends le temps, tu regardes, t'analyses, tu regardes ce qui se passe, tu dis, bah, ok, est-ce que je vais continuer ou pas? Et tu continues à poser un pas derrière. Et en fait, c'est ce cumul de petits pas qui, au bout de quelques années, vont te faire progresser à une vitesse que tu n'imaginerais même pas. Je sais que, je le disais souvent, Julien, ce fameux rendez-vous dans 3 ans, quand on venait, j'avais déjà fait un cheminement,
Mais quand on se moquait de moi pour me dire non, mais en fait, c'est par rapport à mes projets, par rapport à mes rêves, bah en fait, je répétais aux gens rendez-vous dans 3 ans. Mais ça, c'était dans ma tête, hein. Je leur disais pas forcément. Mais moi, je me disais, ok, c'est bien, rendez-vous dans 3 ans, on en reparlera, tu vois. Et en fait, c'était toujours ça, c'était ce cumul de pas tous les jours. Ouais. Fonce, c'est comme ça que tu sauras. Passe à l'action. Ouais, parce que si tu ne passes pas à l'action, sache que tu ne vas rien réaliser et tout ça, ça va te frustrer, ça va te faire perdre confiance en toi, ça va te faire, ton estime de toi, elle va baisser et c'est pas ça qui va t'aider à avancer. Complètement. Bah, ça va, c'est clair, ça va jouer sur tellement de facteurs négativement que ça va te pénaliser pour tellement d'autres choses. C'est ça. Fait que toi qui nous écoutes, quelle est la chose que tu repousses tout le temps à plus tard parce que c'est pas encore assez parfait, c'est pas encore assez bien, c'est pas encore assez juste. Qu'est-ce que tu peux commencer à faire là demain? Qu'est-ce que tu peux activer demain pour te dire OK, j'ai peut-être fait quelque chose qui me faisait peur, mais ça y est là, j'étais plus loin. Tu sais, j'ai été faire plus, j'étais voir plus de choses. Qu'est-ce que tu peux faire vraiment? Exactement. Bah d'ailleurs, bah moi je vais en profiter de ce podcast parce que notre objectif c'est aussi d'incarner le changement. Alors moi je passe beaucoup à l'action, je suis passé de l'inactivité, je pense à la proactivité, Julien. On ne l'arrête plus, il est en hyperactivité, Samir. Mais je fais plein de choses, d'accord? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais il y a un projet qui attend là depuis un certain temps, mais je sais que j'avance sur d'autres choses. Il y a un projet qui attend depuis 6 mois. C'était ma première, ma première formation en solo. Donc, je profite de ce podcast pour m'engager à le sortir cette année, cette formation. Voilà. Bien hâte. Voilà. Et si je ne la sors pas, je vous autorise à me jeter des tomates. Voilà. Lui jetez pas d'herbe à chat, après il est intenable. Ouais, voilà, parce que là ça va faire l'effet contraire. Juste des tomates. C'est des bien tomates, les tomates. ça va. En plus c'est bon pour la peau. Les petites tomates cocktail, là, les petites tomates cerises, ça va être parfait. Ouais, ça c'est bien, ouais, ça fait pas mal. Parfait. Non. Donc toi qui nous écoutes avec tout ça et l'engagement que prend Samir aujourd'hui à tes côtés, eh bien, c'est ton tour. C'est ton tour de passer à l'action, c'est ton tour d'appliquer tout ce qu'on a pu apporter durant ce podcast. Je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. On avait, je crois, déjà évoqué de toute façon à différentes reprises l'importance du passage à l'action, attention au perfectionnisme. Donc, on garde ça en tête, on continue d'avancer sur ce sujet-là, on passe à l'action et vraiment, t'as plus à gagner à passer à l'action maintenant et éventuellement devoir apporter des corrections ou des ajustements ou même carrément te dire finalement c'est pas ça que je veux, plutôt que d'essayer d'avoir le truc parfait dans ta tête, parce que tant que tu passeras pas à l'action, de toute façon, peu importe ce que tu mets dans ta tête, ça ne se produira pas comme ça dans la réalité. Ouais. Fait que prends vraiment ton courage à deux mains et lance-toi et tu vas voir que ça va très bien se passer. Exactement. Et moi j'aimerais te poser une question. Alors moi je me suis engagé pour cette formation solo que je voulais réaliser depuis 6 mois, mais effectivement j'ai repoussé. J'ai avancé sur d'autres choses, mais c'est pas une excuse, clairement. Je vais t'inviter à écrire en commentaire justement un engagement, quelque chose que tu n'as pas fait, que tu repousses et que tu t'engages à faire dès aujourd'hui. Et par la même occasion, je vais t'inviter à liker, à commenter, à partager ce podcast, justement pour créer plus d'engagement autour de toi, pour permettre à chacun de pouvoir s'épanouir et de poser sa pierre aussi à l'édifice pour créer un monde meilleur. Absolument. Je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et à être extraordinaire chaque jour. Et moi, de ne pas oublier à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine.